Bonjour du chocolat chaud à 9h du matin, c'est super ça. Bonjour, ça va? Moi ça va. Aujourd'hui je suis avec mademoiselle Apolline. C'est moi. Bonjour Apolline. Bonjour. Ça va? Bonjour. Nous ne sommes pas vus depuis environ 5 minutes. Voilà. Bon, dans la même Alors, comme vous voyez, vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de Sandman. Parce qu'on a beaucoup aimé Sandman, qui est actuellement sur Netflix. Hein? C'est bien Sandman. C'est bien. Le Voilà. comic c'est bien. Voilà. Tout est bien. Voilà, merci, au revoir. Allez, c'est pour moi. Allez. Ah. Ah, je reviens, d'accord. Je m'assois, sinon je dirais. Voilà. Alors, du coup, comme il y a eu actuellement, vous retrouvez la saison 1 de l'adaptation du comic Sandman sur Netflix, qu'on a commencé à regarder. Enfin, moi que j'ai quasiment fini, il me reste 2 épisodes. Apolline va être je l'ai terminée. démoli en une journée. Quoi. Voilà, Apolline n'a pas de vie. Hein. C'est dès qu'elle voit un truc, elle veut le finir. Hein. Bah oui, il faut. Et du coup, moi, parallèlement, la saison 1, je crois qu'au bout de 2 épisodes, je me dis, il faut absolument. Enfin, au bout du premier épisode, je dis, il faut absolument que je lise le comics. Donc j'ai suivi la saison 1 en parallèle de la lecture des premiers tomes. Actuellement, j'ai fini le 3e. C'est trop bien. Je suis en cours du 2e actuellement. Voilà. Et très sincèrement, le premier tome est assez fidèle au comics. Ouais, au niveau de la saison, c'est fidèle. fidèle. Alors, on va un petit peu spoiler dans la vidéo, hein, on vous prévient, hein, c'est au cas où ça part. Hein, c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, on sait jamais. Envie de spoiler et la série et le comics. Voilà. Donc, on préfère faire. Donc, petit disclaimer. Voilà, enfin, spoiler. Alors, résumé de la série, ça commence, on suit une espèce de secte, on va dire, avec le responsable de cette secte qui veut en gros... alors selon la série ou le comic, ça varie un petit peu. Dans la série, il veut retrouver son fils disparu, son fils aîné, qui est mort à la guerre. Ressusciter son fils mort à la guerre. Et dans le comic, c'est plus bas du front, c'est en gros, il veut le pouvoir, il veut l'immortalité, voilà. Donc ça change un petit peu au niveau des enjeux. Et il veut pour ça capturer la mort. Sauf qu'il se plante, il capture pas la mort, il capture du coup le Sandman, le marchand de sable, qui est l'un des frères de la mort. Et ça commence là-dessus. Et après, on va vraiment rentrer dans une série vraiment anthologique, avec des histoires qui n'ont pas forcément des liens entre eux au départ, même si on va se rendre compte que certains passages vont revenir, donc il y a toujours des liens. Et voir apparaître du coup le Sandman par moment. Parfois, il est... Par exemple, dans le tome 3, il y a des histoires où il est quasiment absent, il n'intervient qu'à la fin. D'autres histoires qui sont plus concentrées sur lui ou sa famille. Donc voilà. Ouais. Par rapport, du coup, donc on disait que la saison 1 était assez proche de l'équivalent du premier tome qui est actuellement chez Urban Comics, ça c'est le tome 3 parce que le tome 1, c'est le tome 2, ouais. on le vend, voilà. Ce qui est pas plus mal pour une série qui a plus de 30 ans déjà, oui, et je me prends un coup de vieux. Et du coup, par contre, dans le volume 2, qui sera à peu près en gros l'équivalent de la future saison 2 si elle est bien validée, là ça va partir, on part dans la mythologie, enfin voilà, on rentre vraiment dans le côté complètement fantastique de la série, parce que dans le tome 1, on reste quand même assez proche des humains, et ce qui est encore le cas dans le reste de la série, en tout cas là où j'en suis arrivé, mais il y a beaucoup plus d'éléments fantastiques qui vont arriver avec... dans le volume 2, il y a tout un truc avec Lucifer, avec la famille du Sandman. Voilà, on rentre vraiment complètement dans le lore de la série et ouais, la saison 2 va être géniale si c'est aussi bien adapté. Ouais, mais la saison 1 et le premier tome restent assez humanisants. Enfin, surtout dans la série, je trouve qu'ils ont pas mal humanisé des choses en mettant par exemple la bibliothécaire avec Sandman. Ouais. En mettant parce que c'est vrai qu'il y a des personnages le personnage du bibliothécaire qui change de sexe entre la série et le comics, mais ça on s'en fout. C'est comme Johanna, mais c'est vrai qu'il est Johanna Constantine, mais en fait on s'en fout. C'est vrai que par exemple le personnage du bibliothécaire est beaucoup moins présent dans le comics, mais là ils l'ont rendu beaucoup plus, ils ont vraiment fait plus pas un simple serviteur du Sandman, c'est un peu par moment, j'ai l'impression que c'est un peu la voix de la Chazelle. Je suis votre second. Voilà, c'est un peu ça. Et pareil, il y a aussi le personnage du corbeau. Dans la série télé, on parle de Sandman ne se déplace jamais sans corbeau. Dans le comics, en fait, le corbeau, on le voit très tard. Hein, on voit très tard. Et quand il arrive, on voit dans le 2, ouais, avec donc c'est Machu, le
corbeau, mais on le voit finalement très peu. Il apparaît vraiment par moment. Dans la série, on a un peu l'impression que la série télé, on a un peu l'impression que c'est un peu le comic relief de la série. Et même pour le premier, je trouve qu'on humanise quand même aussi pas mal Sandman avec le premier corbeau. Parce qu'il est vraiment, c'était mon corbeau, je voulais que ce soit ce corbeau-là. Dans la série télé, il y a un précédent corbeau qui se fait tuer. Et on sent qu'il est touché, donc ça humanise aussi le personnage. C'est peut-être le reproche que je peux faire pour l'instant à la série télé, c'est même si le personnage du Sandman a un look humanoïde comme le reste de sa famille, c'est pas aussi. Dans le comics, il est très. Je vais essayer de montrer. Ils peuvent changer d'apparence. Ils peuvent changer d'apparence. Donc, on le voit déjà dans la saison 1 où il se transforme pour parler avec le personnage de Nana, qui est assez important dans le comics quand même. Oui, qui est un personnage. Vraiment, si vous avez aimé c'est Nada, qui est l'un des amours du Sandman. Dans le tome 2, on apprend pas mal de choses sur elle. Ouais. Même dans le tome 1, on voit en fait toute l'histoire qu'il y a eu entre eux. Ouais. Où on comprend pourquoi est-ce que Rêve du coup l'a envoyé en enfer, pourquoi est-ce que elle a refusé d'être avec lui, etc. Et c'est vraiment bien fait. Pour redonner un peu une idée, le Sandman c'est lui, donc assez différent quand même de l'acteur, même si l'acteur est très bien choisi. Et le problème que j'ai, c'est que le Sandman en comics, c'est on sent que c'est quelqu'un d'assez grand, très squelettique, très blanc comme le reste de sa famille. Et c'est vrai que dans la série télé, c'est très humanisé, la mort, toute la famille qu'on peut voir. On sent qu'il y a un côté étrange dans leur façon de jouer, etc. Mais physiquement, on n'a pas le côté on pourrait sentir que ce sont des créatures un peu divines. Et c'est un peu le reproche que j'ai sur la série télé, c'est que tout est très humanisé, même les antagonistes qui parfois sont des créatures, des espèces de petits blobs ou autres, maintenant sont représentés par des personnages, des êtres humains. Là, le premier que Sandman confronte, qui est avec le rubis, qui est, je l'appelle Lupin en pyjama. John Dee, c'est comme les cadavres dont on ne peut pas donner de nom aux États-Unis. C'est Jane Doe, je crois, pour les femmes et John Dee pour les hommes. Dans le comic, c'est une espèce de gars qui, on dirait qu'il a été brûlé complètement vif. Des cloques partout, etc. Dans la série télé, c'est vraiment un petit papy en pyjama et en pantoufles. Mais ça enlève pas le côté étrange malgré tout. Parce que ça le rend pas un peu plus terrible d'avoir vraiment un gentil papy, un gentil Lupin. Moi, c'est le seul reproche que je peux faire actuellement à la saison 1, c'est que c'est pas que ça manque de folie, parce qu'il y a quand même des scènes du comics, notamment quand John Dee pense avoir éliminé le Sandman en détruisant le rubis, et en fait il se rend compte qu'il est dans la main du Sandman qui est devenu géant, qui a récupéré tous ses pouvoirs. Cette scène on la retrouve dans le comics et dans la série télé, donc il y a quand même toute cette folie là, même visuellement, mais on sent quand même que je pense niveau costume et tout, ils n'ont pas été aussi loin qu'ils auraient dû, parce que je pense que ça aurait coûté trop cher. Le seul reproche, je pense, qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est aussi l'enfer. Parce que, ok, Lucifer défonce dans la série. J'aime beaucoup l'actrice. L'actrice, c'est genre compliqué. L'actrice, c'est cool, mais elle jouait Brienne Detors dans Game of Thrones. Et elle a joué dans le dernier West Side Story, parce que j'adore placer ce film absolument partout. Mais effectivement. Et le petit rôle de général dans Star Wars qui sert à rien au final. Tout le monde s'attendait à un truc de dingue, et en fait, non, c'est dommage. Mais c'est vraiment le seul reproche, on dirait, qu'on peut faire, parce que l'enfer est assez différent dans le comics dès le début. Parce qu'il y a vraiment les 3 parties dès le début dans l'enfer, et on sent que ça peut être parti comme ça dans la saison 2. Oui. C'est vrai qu'il y a le côté avec les 3, il y a vraiment alors que là il y a que Lucifer pour l'instant. Il y a Belzébuth dedans et l'autre, je sais plus le nom, mais c'est vrai qu'ils font 3 normalement. Donc ils se sont vraiment partagés l'enfer en 3, et là il y a vraiment le défi qui est plus ou moins exactement le même, mais limite je le préfère peut-être dans la série. Ouais, parce que il y a un défi en gros pour est-ce que le Sandman perd en fait des objets à lui, le rubis avec son pouvoir, son casque et sa bourse de sable, donc il va les retrouver un peu ici ou là. Donc les lieux où se trouvent les objets varient selon le comics ou la série. Par exemple, le comics est quand même assez lié à l'univers DC Comics. On a l'asile d'Arkham, on a la Justice League qui apparaît un petit peu, etc. Ce qui n'est pas le cas dans la série. Je la trouve bien contournée. Ah oui, c'est bien contourné. Cette truc-là, parce qu'ils mettent Johanna Constantine. Ils mettent Johanna Constantine. Il y a zéro problème avec Johanna Constantine. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des choses, la Justice League, on la voit vite fait dans le comics. Ils l'ont pas fait apparaître dans la série télé parce que je pense que question de droit,
Enfin, bref. Bah, limite, je trouvais même pas ça trop utile. Non, c'est pas utile. De toute façon, enfin, C'est pas utile. Moi, j'étais surpris quand j'ai commencé à lire le comic. Je pensais pas que c'était autant ancré dedans, mais finalement, hormis le premier tome, le reste de la série, bon, on a quelques allusions par-ci par-là, mais c'est pas indispensable. Donc voilà, donc ouais, le seul, ouais, un peu trop humanisé. Et oui, la scène avec Lucifer, ouais, bon, c'est un peu décousu, hein, mais c'est pas grave, c'est en mode. On fait ce qu'on veut dans cette C'est petit déj. ça. En mode décousu, la scène du combat avec Lucifer, parce qu'en fait, Sandman doit se rendre en enfer pour récupérer son masque. C'est une sorte de joute verbale qui est super Voilà. bien faite, je trouve. Et qui est dans le comics, en fait, il y a un défi qui est fait normalement avec le démon et le Sandman, donc le démon qui a son masque, donc il y a toute une joute verbale. Et en fait, dans la série télé, le démon dit avant, je peux choisir celui qui va t'affronter, et il choisit Lucifer. Et en fait, juste avant, Sandman explique que Lucifer, c'est le démon le plus. C'est pas un démon, c'est un ancien ange qui est le plus puissant. Et quand il se rend compte que c'est Lucifer, il dit ah, oups. Et en fait, on s'attend, enfin, moi je m'attendais à un truc. Une espèce de combat, etc. Et en fait, on est plus dans un combat d'esprit et en fait, c'est un peu what the fuck le passage. Je m'attendais vraiment aussi, pareil, à un combat fort qu'ils échangeaient justement la sorte de joute verbale entre les deux. Et c'est différent, ouais. C'est des grosses tatanes, mais justement, je trouve ça plus intéressant en fait, de voir vraiment la joute verbale entre les deux. Ouais. Parce que c'est des personnages pas forcément. Enfin, ils sont forts, on s'en doute, tu vois. Mais ça joue vraiment sur l'esprit et sur la créativité des deux personnes, donc vraiment le rêve contre un ancien ange, enfin l'étoile du matin, machin. Et ça, en plus, le fait que ça soit dans la série télé, que ça soit Lucifer, je pense que ça ajoute un côté, une tension supplémentaire que simplement le fait que ce soit un simple démon qui aurait rivalisé avec Sandman. Pour les physiques des démons, ça fait très humanoïde. Mais pareil, il y en a beaucoup dans le Lucifer dans le comics, et humanoïde, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Mais Lucifer encore c'est plus. Oui. Mais c'est vrai que même tout le reste des démons, quand il arrive en enfer, normalement il accueille une bestiole, je sais plus à quoi elle ressemble. Dans la série télé, c'est un gros gars musclé avec des flèches, voilà. Encore une fois, c'est le reproche, mais je pense que c'est une question de budget, tout bêtement. Quand on voit la tête de la gargouille, c'est une question de budget. Voilà, il y a des effets spéciaux qui sont pas toujours incroyables, fou, mais il y a de très beaux, l'univers, enfin le palais du Sandman, etc. sont très bien retranscrits. C'est vraiment très très chouette. Même l'intérieur, je trouve vraiment cool. Même les effets, par exemple, vraiment la tête de comment elle s'appelle, la fille. Ah oui, quand il voit les. Ouais, quand vraiment elle est au-dessus et elle voit vraiment le monde de Sandman, mais de son point de vue, dans son rêve, on va dire. C'est très sympa. C'est vraiment super cool. En fait, vous l'avez un peu compris, dans le sens si vous avez vu la série, vous en avez entendu parler. On aime bien. On aime beaucoup, et c'est pas une série, voilà. Bon, je vais faire des extrêmes. C'est pas un Avenger Infinity War. C'est quand même beaucoup une réflexion, ça prend son temps, une réflexion sur la vie. Enfin, il y a un épisode où Sandman est un peu perdu. Et il se promène en gros avec sa sœur, la mort. Donc il y a toute une partie de l'épisode qui est évidemment dans le comics. Les deux sont très bien faits. Extrêmement surprise qu'ils aient fait ce. Extrêmement bien fait parce qu'en gros, aussi proche du comics. Voilà, le Sandman suit sa sœur pendant ça. Voilà. Et en fait donc elle emporte certaines âmes. Et il y a des choses, je me dis, est-ce qu'ils vont le faire en série télé? Et voilà, il y a un moment, elle emporte un bébé. Et déjà, ce qui se passe avant, c'est très touchant. Et alors, la scène du bébé en question, qui est très belle aussi, voilà, on chiale. D'autant plus, je pense que le fait que j'ai moi-même un petit bébé, ça touche d'autant plus, mais même sans bébé, voilà, si vous avez un cœur. Moi, j'ai un chat, ça fonctionne. Ça fonctionne. Yes. Voilà. Et d'ailleurs, dans le comics, il y a aussi tout un épisode dans le tome 2, à voir ce qu'ils vont faire. Il y a tout un épisode avec des chats. Donc voilà, dans le tome 2, on voit vraiment dans des trucs. Même pareil, dans le tome 3, etc. On revient quand même toujours beaucoup aux humains. Dans le tome 3, il y a notamment tout un truc avec un personnage historiquement qui a réellement existé, qui disait qu'il était le premier empereur des États-Unis. Donc ça, vous tapez sur Google le premier empereur des États-Unis, vous allez voir un peu l'histoire du personnage. Il y a toute une histoire là-dessus. Et d'ailleurs, ça m'amène à un personnage qui pose un petit peu problème, désespoir. Alors ça, je voulais en parler rapidement.
Alors, j'ai pas vu énormément de polémiques là-dessus, mais je sais que Chloé qui travaille avec nous, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Suivez The Cléox sur Instagram. Hein, de Flunch, hein, Chloé. Je commence à mettre dedans juste de la dalle. Qui, avant que moi je vois la série, j'avais vu ses stories, elle trouvait la série très belle, et elle dit par contre, on voit on voit la famille de la mort, et le seul personnage possédant des formes en étant obèse, et ben, c'est Désespoir. Alors, dans le tome 3, on la voit très peu finalement, Désespoir, comme le reste de la famille de Sandman, hormis vraiment la mort, le reste on ne voit pas énormément. On la voit pendant la réunion de famille. On voit dans la réunion de famille dans le comics. Dans la saison 1, on la voit un petit peu avec Désir. Là, dans le tome 3 où je suis arrivé, il y a tout un épisode, notamment avec cet empereur des États-Unis, où elle est très présente. Et en fait, dans le comics, elle ressemble à vraiment une espèce de blob. Enfin, elle est humanoïde, mais voilà, elle a des petites dents pointues avec les yeux noirs. En fait, elle est très terrifiante. Même si son aspect est assez simple. Voilà, bon, voilà, à peu près ici pour vous montrer. Ça, c'est Désespoir. Donc nue et ouais, vraiment terrifiante. Dans la série télé, de là où on la voit, elle n'est pas nue, elle est habillée, mais elle fait, on sent que elle est elle-même désespérée, et on se dit bon, qu'est-ce qu'elle peut, en quoi on peut la craindre, alors que dans le comics par contre, les fois où elle apparaît, et même dans le tome 3 où elle a un rôle un peu plus important dans un des épisodes, elle est vraiment terrifiante. On sent que voilà, c'est le désespoir, mais elle, voilà, elle fera tout pour vous désespérer, mais elle n'est pas elle-même désespérée. C'est ça, pour l'instant, dans la série télé, c'est là la différence pour l'instant, je pense. C'est différent. Et c'est plus ça qui me pose problème. Parce qu'on met un personnage désespéré alors que c'est... elle est pas... Voilà, par exemple, le Sandman, c'est le responsable des rêves, c'est pas pour autant que c'est qu'un rêveur en fait. Voilà. Il est très terre à terre. Donc moi c'est plus ça, c'est pas le fait que c'est un personnage avec des formes, c'est surtout que voilà, c'est le désespoir, on fait un personnage des formes, mais surtout dans la série télé, on en fait du coup un être désespéré en plus. Alors que dans le comics, oui, elle a des formes, mais elle en impose, on sent que voilà, faut pas l'avoir comme ennemi. Donc voilà, mais alors on en revient encore au côté truc, l'aspect trop humanoïde de la famille. À voir ce que ça va donner dans les prochaines saisons, notamment dans la saison 2 où il y a tout un épisode avec la famille, avec des costumes, etc. Donc... Et je trouve que les portraits, justement, on en avait parlé tout à l'heure, les portraits qu'ils ont fait de toute la famille dans le tome 2 sont vraiment très cool en fait. On comprend très rapidement. On comprend très clairement qui est qui, leur pouvoir, leur pouvoir, et effectivement leur physique. Donc en fait, il y a aussi une raison là-dessus, mais c'est vrai que là, pour l'instant, dans la série télé, voilà, ça... Et ils expliquent vraiment, pour désespoir, ils disent vraiment que, par exemple, les humains qui se regardent dans le miroir, parfois c'est les yeux de désespoir qui les regardent. Donc ils expliquent vraiment ça comme ça, et ça peut vraiment amener à des situations vraiment très ça cool, on peut mieux comprendre l'aspect... Et c'est même pas un aspect, finalement, c'est même pas quelqu'un qui est obèse, mais moi c'est vraiment quelqu'un c'est difforme, c'est voilà, on n'a même pas apparemment à savoir, elle a des petites dents, etc. C'est une espèce de bestiole, enfin elle est très différente de ses frères et sœurs, mais c'est pas simplement le fait qu'elle soit obèse, c'est vraiment voilà, on a un côté plus animal en fait, par rapport à Désir qui est sa sœur, frère, jumelle, et ça qui est bien aussi, c'est dans la famille des Infinis, c'est pas forcément il ou elle aussi, c'est ça qui est bien aussi. Ils peuvent changer de forme comme ils veulent, et de toute façon au final c'est des idées, il n'y a pas d'importance, c'est ça qui est bien aussi dans la série. Donc voilà, donc je comprends Chloé et moi je l'ai vu ailleurs, que certains peuvent reprocher cet aspect-là, à voir comment du coup le désespoir va évoluer dans la série télé, parce que vraiment là, dans la série télé, on se dit que elle fait vraiment victime, notamment on a l'impression qu'elle est soumise à sa sœur, alors que dans le comics, non, ils sont, le personnage
waouh. Du coup, je reprocherais peut-être pas l'aspect, mais la façon. Oui, voilà, la façon, encore une fois, c'est de traiter, en fait. La façon, non, parce que de ce qu'on voit, l'actrice a l'air. Attends, tous les acteurs ont l'air géniaux et par contre, honnêtement. Les physiques des personnages, je trouve qu'ils ressemblent vraiment beaucoup à ce qu'ils ont présenté et à ce qu'ils ont. Ils ont gardé l'aspect, c'est trop humanoïde, c'est par moments un peu trop propre, mais malgré tout, c'est vraiment bien travaillé pour. Tu vois, pour Désir, je trouve que ça fonctionne absolument parfaitement. Oui, vraiment pour moi, Désir, c'est vraiment la bonne. Le bon acteur avec vraiment les bons maquillages, les bons effets. Et il y a aussi la façon de jouer qui. Donc voilà, j'attends de voir des espoirs, moi surtout de sa façon de jouer. J'espère qu'elle va se révéler être à la hauteur du personnage du comics. Et que voilà, que la série télé ne va pas simplement se contenter du cliché qui est vraiment pénible. Et je comprends que par exemple Chloé, ça a pu ça peut un peu sortir et au bout d'un moment c'est un peu être chiant. Mais dans le comics, pour moi c'est pas, il y a cet aspect, elle est différente physiquement de ses frères et sœurs, mais ils sont tous, il y en a plein qui sont, Sandman est squelettique. Ils ont tous des looks un peu voilà, pas humanoïde, mais on sent quelque chose d'étrange derrière et des espoirs. Voilà, vraiment son tempérament qui en fait un personnage génial. Donc on verra ce que ça va donner. Et aussi un autre truc par rapport à ça, il y a Internet. Johanna Constantine. Yes. On s'en fout de son genre. À la base, oui, c'est Johanna Constantine dans le comics, donc encore un personnage très ancré dans l'univers DC Comics. Et dans la série du coup au télé, c'est Johanna Constantine. On a plein qui disent machin, ils ont féminisé le personnage. Le personnage existe déjà dans les comics. Il existe. Le personnage existe, c'est ce qui n'est pas dans la même temporalité. Voilà. C'est un membre de la famille de Johanna Constantine, sauf que c'était il y a 300 ans. C'était une de ses ancêtres, il y a 300 ans. Ils l'ont juste repris. En fait, ils ont mélangé les deux. Ils ont fait Johanna, normalement, donc une des ancêtres. On voit aussi dans le comics. Et dans la série. Sauf dans la série télé, c'est le même personnage. Ils ont pris la même actrice et la même actrice. Dans le comics, c'est Johanna Constantine, donc, qui date, qui a vécu bien avant. Et après, on a John Constantine. Et dans la série télé, ils ont mixé en gros Johanna et John Constantine au niveau tempérament, etc., pour en faire la Johanna Constantine du présent, qui est géniale. L'actrice, de toute façon, qui est très cool. J'ai encore oublié le nom de l'actrice. Elle joue notamment. Je ne retiens pas les noms. Désolé, elle a joué notamment Clara dans Doctor Who. Voilà, pour ceux qui connaissent Doctor Who, je peux déjà vous dire que c'est une actrice géniale. Il y a un casting quand même assez très anglais, très british, très cool. Il y a pareil, comme tu disais, Michael Sheen qui fait une petite apparition. Je l'ai pas vu. Je suis persuadé que c'est ça. Je suis sûr que c'est juste pour faire un caméo avec Good Omens. Avec vraiment l'épisode de Good Omens où Aziz Raphaël, qui est joué par Michael Sheen, et David Tennant, enfin le démon Crowley, qui est joué par David Tennant, qui se rencontrent à travers le temps. Et je suis sûr que c'est ça, parce que c'est vraiment l'épisode où Rêve, avec le temps, où Rêve voit un personnage qui va revoir tous les 100 ans. Et un personnage très cool aussi. Un humain qui veut pas qui décide de pas mourir, et du coup il y a tout un jeu, Sandman, il y a un défi qui est lancé, du coup Sandman le voit tous les 100 ans en se disant au bout d'un moment il va vouloir mourir. Et en fait il y a beau lui arriver soit des très bonnes choses ou soit des coups, il continue à rester. C'est un personnage très cool, que ce soit dans le comics et mieux je trouve dans la série télé. Et après, mais c'est l'acteur, encore une fois, on voit aussi pas mal de choses qui se passent dans l'histoire, parce que t'as vraiment la richesse d'un personnage, puis sa déchéance avec les maladies qui sont dans cette période-là. T'as plus tard l'esclavage qui est abordé aussi. Il y a plein de choses. C'est ça aussi, on aborde vraiment plein de choses sur du passé, vraiment de la vie, de la mort. C'est vraiment une série. Alors on pourrait se pignoler dessus philosophiquement. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. La vidéo dure 23 minutes déjà. Mais voilà, ça aussi, c'est en mode discussion. Voilà, pas là pour faire des vues. NordVPN, coucou. Et voilà. Et donc tout le casting c'est cool. Moi je comprends que Johanna Constantine veulent en faire un spin-off parce que clairement l'univers de Constantine, il y a de quoi faire. Il y avait déjà une série Constantine. Avec le même personnage de Astra, ils l'ont remis. C'est la même actrice en plus, je crois. Mais qu'il y a pas... Et c'est exactement le même passé, on va dire, que John Constantine dans la série qu'on a pareil au niveau de Sandman. Donc du coup chez Urban Comics, il y a à peu près donc il y a 7 tomes pour le récit principal. Il y a eu d'autres bouquins. On a eu notamment
donc Ouverture, donc qui a été fait après, qui en fait est un préquel. On a eu un tome que j'ai pu ici, qui est sur la mort, qui est très sympa, qui a l'air très sympa aussi. Et il y a eu aussi une suite qui a été faite. Et puis voilà. Oh, oui, hop là, tac. Si vous trouvez les dessins un peu vieillots, ça s'améliore de tome Oui, en tome, voilà. en fait. Alors, c'est pas. Enfin, après, voilà. Encore une fois, ça a 30 ans. La série, donc en 89, plus de 30 ans, donc 89 la série, elle a mis 7 ans à être publiée. Et donc forcément, graphiquement, voilà, ça a un peu daté les premiers tomes. Régulièrement, en fait, chaque épisode a plus ou moins un dessinateur différent. Donc je trouve ça intéressant parce que même si on a des styles qui se rapprochent, apparemment les styles changent. C'est vraiment assez différent. Et je trouve que ça contribue au côté un peu rêve et le côté anthologique aussi parce qu'on mélange des périodes et des lieux. Ouais, on va voir aussi, je pense, comme tu disais que l'épisode des chats, on va peut-être aussi pouvoir comprendre qu'ils peuvent changer de réalité. Oui. Et avec les rêves, changer de réalité carrément assez facilement. Ouais. À voir comment la série télé va gérer ça. Ouais, parce que forcément, là, autant dans un comics, le dessin, entre guillemets, il suffit d'appeler à un dessinateur. Dans la série télé, bon, ce sera toujours les mêmes acteurs. Je pense pas qu'ils vont changer à chaque fois le casting, ça va rendre bizarre. Faut voir au niveau de la photo, de la lumière. La transformation des personnages, mais ça servirait pas. Est-ce qu'ils vont. Ouais, on va voir. J'ai dit est-ce qu'ils vont le faire, mais si à un moment on voit Sandman. Est-ce qu'ils vont faire les chats en mode Cats, le film J'espère pas. Non, c'est des petits chats, là, c'est des vrais petits chats. Oui, je sais, mais ça me fait quand même un peu rire de voir les trucs de Cats. Non, c'est pas drôle. Je sais pas, les Cats en vrai. J'ai pas vu. Bon. Tant mieux. Avec plaisir. Donc voilà, donc une vidéo discussion qui va dans tous les sens. On a oublié de dire que bon, quand même, en fait, ça a été en grande partie donc du coup créé par Neil Gaiman, d'où le côté tu parlais tout à l'heure de la série, c'était comment Good Omens. Neil Gaiman aussi était Pratchett, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc si vous connaissez Neil Gaiman, vous n'avez jamais lu Sandman, allez-y. Après voilà, il y a de quoi lire, hein. Déjà 7 tomes pour le récit principal. Moi je crois que je suis foutu, là j'ai fini le 3e, j'ai entamé le 4e aujourd'hui. Ouais, alors par contre c'est des gros tomes mais t'as vraiment de quoi lire dedans. Ouais, il y a de quoi lire, il y a de quoi lire. Les personnages sont vraiment trop bien à suivre. Tu t'ennuies pas une seule seconde. Le tome 3 m'a un peu moins marqué parce qu'il y a 2 grosses histoires que moi ça m'a moins intéressé, mais malgré tout ça développe bien le lore, donc pareil, moi j'ai commencé le tome 2, même si le tome 2 commence avec plein de petites histoires où on voit pas forcément beaucoup le Sandman. Ouais, au final il y a toujours des liens qui... Ouais, voilà, on comprend le lien par exemple avec la première avec Calliope. Ouais. Où on comprend, de par les interactions avec les personnages, qu'ils se connaissent, qu'il y a eu des relations entre eux il y a très longtemps, qu'ils se détestent un peu, mais que ça rapporte du lore en plus à l'histoire, ça rapporte des personnages en plus, ça construit encore un peu plus le personnage du Sandman sans qu'il soit là. C'est vraiment super cool. Oui, par moment le Sandman est quasiment pas présent, hein. Même parfois c'est même pas lui, à l'épisode du chat. Parfois c'est même pas lui, enfin, c'est soit sa sœur ou quelqu'un d'autre de la famille des Infinis. Donc voilà. Et pareil, le Sandman, c'est pas quelqu'un de très sympa, hein, vraiment. C'est un peu un con. Enfin, vous allez. Dans la série télé, on le devine. Enfin, il fait plus. Pour moi, c'est ça. Dans la série, on l'humanise beaucoup et il fait plus dépressif qu'autre chose. Et ça m'étonne qu'on n'a pas encore eu de même avec Edward de Twilight. Ça m'amuse vraiment parce que vraiment, dans l'acteur, il ressemble à un Dauphine. Dans la série, il ressemble à un Dauphine. Dans les comics, il ressemble à Tokyo Hotel. Voilà. Donc bon, mais on sent que voilà, mais aucun des Infinis en fait est totalement. À la limite, c'est Mort qui est la plus sympa en fait, la plus envie, ouais, c'est ça en plus, c'est la plus envie, mais celle qui, je pense que elle connaît plus la valeur de la vie et elle comprend le mieux son rôle dans tout ça. Ouais, c'est ça. Elle a accepté son rôle et elle a décidé de le faire super bien pour que les humains. Elle explique, elle a dit, moi je dois être là, je suis là, je serai là jusqu'à la fin, je serai là pour fermer la porte à la toute fin. Fermer la porte de l'humanité. C'est une réplique qu'on voit dans la série et qu'on retourne dans le tome 2, pas dans le tome 1. Voilà, ouais. Mais l'actrice, pareil, géniale. Enfin, voilà, globalement, vraiment, la série télé, allez-y, le casting est très bon. Le jeu d'acteur est très bon. Encore une fois, à voir pour du coup l'évolution de Désespoir. J'espère revoir Johanna Constantine, mais vu ce qui arrive dans le comics, normalement oui. Ouais. Et j'espère du coup un peu plus de folie sur le côté physique des personnages. Que certains personnages, pareil, il y a aussi un épisode
où il y a le frère d'une humaine, en fait, elle recherche son frère disparu, et en fait, lui, pour l'instant, il se réfugie dans ses rêves, et c'est en fait un cauchemar qui a pris le contrôle, mais dans la série télé, ils en font une jeune femme plutôt bienveillante, alors que dans le comics, c'est deux bestioles dégueulasses. Voilà. Bon, ça enlève rien en fait que dans la série télé, c'est bien fait, c'est touchant, mais c'est vrai que du coup, il y a le côté glauque du comics qui est moins présent. Et le comic, globalement, est un peu plus glauque par un moment. L'aspect entier de l'épisode avec la pierre, avec le papier en pyjama là, oui, le John Dee. Ouais. Tout l'aspect dans le comics est ultra glauque. Ah, ultra glauque, hein, ouais, avec le côté, ils prennent pour un dieu et tout ça. Il y a vraiment des sortes de timelapse où tu as vraiment bonjour, maintenant pendant 1 heure, tu vas être gouverné par ton désir, 1 heure, tu vas être gouverné par ta colère, 1 heure, tu vas être gouverné par ta haine. Dans la série, je trouve qu'on le retrouve moins. Enfin, l'épisode s'appelle 24 heures. Tu comprends tard que finalement, bah, tiens, on est déjà le soir, la scène se passe dans un restaurant. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment et tu vois, c'est un time skip très gros et qu'ils ont loupé plein de choses. Tu te dis, tiens, tu sens qu'il y a des moments qui sont passés, et d'un coup, tiens, tu vois dehors, tiens, il fait noir. Ouais. Et tu te dis, est-ce que c'est de l'orage ou autre? Et en fait, tu comprends que c'est la nuit, mais. À ce moment-là, je trouve qu'on a vraiment la grosse influence du rubis sur les êtres humains. Et que t'as vraiment le vieux qui mange sa glace qui en regardant la télé alors qu'il a défoncé tout autour de lui. Alors après, pour ceux qui se diraient, mais on a quand même l'impression que le comics et la série télé, c'est du copier-coller. Alors oui, globalement, on n'est pas comme dans du Umbrella Academy, où vous lisez le comics et la série télé, ça n'a vraiment rien à voir. Dans le comics, les personnages sont quasiment pas développés. Dans le comics, je pense pas qu'ils vont mettre Footloose. Oui, voilà, c'est dommage. Mais voilà, mais malgré tout, moi par exemple, j'ai regardé la saison 1, j'ai pas encore terminé, en parallèle de la lecture du comics. Et honnêtement, voilà, par exemple, l'épisode où on suit la mort, je savais ce qui allait arriver, je savais quel personnage allait mort dans le bébé, etc. Et justement, je me disais, tiens, est-ce qu'ils vont le faire, de quelle façon? Et finalement, c'est quand même intéressant, parce que même si globalement c'est le même fil conducteur, vraiment par moment très porté au niveau des dialogues, ils reprennent vraiment mot pour mot des dialogues du comics, malgré tout, avec le jeu des acteurs, avec forcément le fait que ce soit des vrais acteurs, des images, c'est des vrais, voilà, c'est pas du dessin. Je trouve que voilà, on a quand même une interprétation un peu différente, parce que malgré tout, on change de média, donc on peut pas faire exactement la même chose. Et malgré tout, moi j'ai pas eu oui, j'ai vu la même histoire, mais j'en ai pas pour autant moins apprécié la série ou le comics. Moi j'ai trouvé ça génial. Je suis tombé amoureux bien tard de Sandman, hein, mais bon, en même temps, si je ne me trompe pas, 89, moi j'avais qu'un an. Et Neil Gaiman, voilà, j'apprécie déjà énormément son univers, et ouais, lisez Sandman. Si vous voulez déjà, voilà, ça prouve que le comics n'est pas que l'image qu'on peut en avoir, super-héros, bête méchant. Si vous voulez si vous voulez, voilà, un comics avec du poids, parce qu'il y a de quoi lire, un univers riche, avec quand même pas mal de réflexions, mine de rien, sur la vie, la mort et tout ce qui en découle, des espoirs, désirs et tout ça. Et en même temps, voilà, tout ce qui gouverne l'être humain, et aussi tout ce qui est en lien avec la mythologie, parce qu'il y a quand même pas mal de mythologie dedans. Mythologie qu'on connaît. Oui, il y a pas mal de trucs par rapport. Ça prend aussi des personnages historiques, et ils en font, voilà, comme je parlais tout à l'heure de l'empereur des États-Unis, qui est un personnage qui a réellement existé, qui n'a pas été réellement l'empereur, mais il se proclamait empereur des États-Unis. Et c'est un personnage qui, malgré tout, avait quand même a eu sa petite histoire. Et bon, évidemment, on a aussi le personnage de William Shakespeare, qui a aussi ton histoire, qui doit à un moment à Sandman 2 pièces de théâtre, qui du coup expose à des démons, à des anges, etc. Franchement, ce truc que j'ai vu, c'est le Sens d'une unité, qui était très bien fait avec le parallèle. Tu verras, c'est très très cool. Voilà, moi j'en suis qu'à la moitié à peu près, hein, pas loin de la moitié du comics, mais on voulait pas attendre d'avoir tout lu, parce que voilà, il y a 7 tomes plus tous les annexes. En fait, moi, on va tout finir. Hein. Je pense qu'Apolline, c'est pareil. On est dedans. Mais je voulais pas trop attendre non plus, parce que je pense qu'on n'aura pas fait la vidéo avant 2-3 semaines. Et là, on est vraiment dans la hype
du Sandman. Donc je voulais profiter pour qu'on fasse quelques vues, hein. 34 minutes, ouh, allez, On va pas faire quelques 20 vues. Par contre, vraiment, si les gens se plaignent que ce soit vraiment la même chose entre le comics et la série, vraiment, est-ce qu'ils ont lu des mangas? Parce que vraiment... Ah oui, ça c'est vrai, parce que là pour le coup, là, pardon, on mais est des copier-coller. adaptations, les adaptations des mangas, c'est vraiment ça, c'est du copier-coller. Voilà. Qu'ils arrêtent de se plaindre que ce soit exactement la même chose en série. Et en comics, parce que les mangas, c'est exactement ça en fait. Ah oui, les mangas limite c'est pire, parce que là c'est vraiment le même dessin, c'est même matériel. Alors au moins dans une série live, voilà, on change forcément certaines choses. Voilà. Et le fait que, voilà, s'il vous plaît, appréciez les choses, regardez. Après, on peut ne pas aimer, moi je comprends parfaitement, parce que c'est... Après, c'est un travail d'adaptation. Oui, aussi. c'est un travail d'adaptation. Et le qu'ils comics... ont bien adapté et qu'ils ont bien respecté l'œuvre originale que le média c'est une bonne, pour moi, une bonne adaptation. Après, au niveau du comics, le premier tome, vous allez voir que c'est... graphiquement, si on s'arrête qu'à ça, c'est que ça vieillit. Dès le tome 2, je trouve que ça... Alors, il y a plusieurs styles différents, même si on sent que ça vieillit encore une fois. C'est très bien, mais vraiment le premier tome est très cool. Le deuxième, pour moi, pour l'instant, c'est mon préféré. Le tome 3, un peu en dessous, mais voilà, c'est personnel. Et je pense que le reste, c'est génial. Sandman, c'est génial. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo parce que c'est long. Hein, c'est long en fait. Pourquoi je suis venu au chocolat chaud. C'est vrai. Voilà. Et pour ta première apparition sur la chaîne YouTube. C'est moi qui l'ai payé, le chocolat chaud. Donc concrètement, je veux bien m'auto-payer des trucs. Ah oui, et alors? Regarde, on va être au Temple Tendance dans la place 1064. Top. Voilà. D'accord. Voilà. Lisez Sandman, lisez du comics. Hein, on veut Aventure Comics, enfin moi surtout, s'il vous plaît. Achetez tous les tomes, ça serait bien. Achetez tous les tomes en x4. Voilà. Ça fait une bonne marge. Et merci à Urban Comics. Hein. Bon, ça fait un moment qu'ils les ont réédités, mais vos auditions, comme toujours, sont très très cool, avec pas mal de bonus à la fin. Ça, c'est génial. Des couvertures stylées, c'est très très cool. Bref, Urban Comics, à nouveau, un très bon boulot. Et non, je vous jette pas des fleurs pour avoir un carton avec tous les tomes, hein, parce que il y en a qui font simplement des stories influenceurs et ils ont le carton avec toute la série. Hein. Bon. Nous, on est libraire. Oui, mais on est libraire, mais on a aussi des salaires, on a des familles à nourrir, tout ça. Et... Moi, je prépare un bateau. Voilà, donc Urban Comics, si vous avez des cartons de collectionneurs Sandman en trop. Voilà. C'est subtil, mais. C'est subtil. Voilà, bref, allez-y. Évidemment, si l'anglais est plus truc, lisez la version anglaise. Je ne sais pas ce que donne la version anglaise en termes d'édition, mais bon, voilà, en française, c'est du très bon. C'est dans ce que fait habituellement Alliance Sandman. Au niveau des tarifs, je ne sais plus. Je crois qu'on est à 35. Ouais, 35. Donc, forcément, quand vous voyez la taille des volumes, il y a de quoi faire, même s'il y a des moments, il y a un volume dans le tome 2 où il y a beaucoup de bonus, mais au final, les bonus sont très intéressants. Donc, bref, allez-y, lisez Sandman. Et 37 minutes de vidéo. Waouh! C'est un bon gros bébé, voilà. On ne le regrette pas. Au revoir. Au revoir. Tu veux chanter un truc? Non. Pourquoi? Parce que tu chantais quoi tout à l'heure? Ah, ça va m'aider. Allez. Ah, je suis de merde. Allez. Non, par contre, j'ai vraiment un très beau t-shirt avec un petit canard dessus. C'est quand même vachement bien, les canards. On n'en parle pas assez des canards. Tu sais, des fois, ça flotte sur l'eau, après ça nage. Et des fois, même ça mange. Au revoir!